Aujourd'hui, on va parler d'un philosophe qui malheureusement n'est pas traduit en français, qui a écrit énormément de livres, que ce soit l'imbécile collectif, que ce soit la nouvelle ère de la révolution culturelle, beaucoup de livres aussi sur Aristote, on a d'autres versions aussi de l'imbécile collectif. Tout ça dans les années 80, 90, il y a le jardin des afflictions aussi, avant Internet déjà, il parlait d'ingénierie sociale, il parlait de sortir de la tyrannie collective et que ça c'était un processus philosophique, c'était quelque chose que l'on pouvait faire soi-même, individuel, grâce à la philosophie et qui permettait de nous émanciper du regard des autres. Et donc c'est extrêmement important pour les Français, peut-être c'est pour ça aussi que ces livres n'ont pas été traduits, ça aurait créé énormément de remous, énormément de révolution dans les esprits, parce que c'est ce qu'il a créé avec son séminaire online de philosophie, qui a des milliers et des milliers d'étudiants. Donc voilà, je voudrais présenter aujourd'hui de manière très simple, de manière rapide. Il y a énormément de choses à dire, c'est un des penseurs, des philosophes modernes les plus audacieux et les plus complexes dans le sens de énormément d'aspects qui sont apportés, mais je vais le résumer en un point vraiment essentiel. Donc on y va à partir de ma propre expérience et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc je vais faire une note ici. En fait, la transformation qu'Olavo de Carvalho crée dans nos vies, l'impact qu'il crée, question après question, c'est le fait de démolir fondamentalement les icônes culturelles, intellectuelles, en exposant leur fausseté. Donc, ceux qui écoutent voient leurs faux symboles s'effondrer et on se retrouve à flotter dans le vide littéralement. On se retrouve dans le vide car toutes les sécurités idéologiques sont cassées sans violence, avec une extrême naturalité, une forme de pensée très lucide. Olavo casse les répétitions que les gens font de forme mécanique depuis toujours. Donc l'imbécile collectif, c'est vraiment ça. Et c'est un livre que j'ai dévoré, donc je vous encourage à le lire. Il transporte les idées pour notre quotidien. Ce n'est pas théorique du tout, jamais. C'est une cassure existentielle avec nos sécurités intellectuelles. Olavo, pour parler de mon expérience personnelle, il m'a vacciné contre le matérialisme, l'hédonisme et le scepticisme qui règnent dans les médias et les universités. Il a permis de voir en pleine lumière l'incompatibilité entre les discours des gauchistes et leurs pratiques quotidiennes cyniques et vides de toute posture éthique. Plus que cela, Olavo nous fait réfléchir sur notre condition humaine, ne serait-ce que les 10 premiers cours du séminaire de philosophie ont été un bouleversement dans la structure de ma pensée, plus que des années de lecture d'autres penseurs. La vérité qui apparaît et qui est l'enseignement central basique, l'enseignement et la vie sont un, une même chose unie. Ils se conditionnent mutuellement, impossible d'agir d'une façon et de penser d'une autre. Sortir de cette schizophrénie et assumer un moi qu'on ne peut corrompre, et notre vie prend de la cohérence et une direction personnelle. La conséquence est incommensurable car elle détruit toute possibilité de relativisme, car le relativisme est en fait le scepticisme comme attitude définitive de vie, qui est très commun actuellement. Et si le scepticisme absolu est l'unique comportement accepté, alors l'être humain ne peut atteindre aucune certitude ni vérité et est condamné à vivre dans le doute permanent sur tout. Ce qui implique de ne jamais pouvoir comprendre la réalité, les autres et nous-mêmes. Donc accepter cela, ce scepticisme absolu, ce relativisme absolu, ce scepticisme comme attitude de vie, c'est un suicide de l'esprit. C'est accepter d'être condamné à l'aveuglement permanent. Olavo a montré aussi que notre vie a une dimension transcendante. Être plus que la vie biologique. Cela implique abandonner la prétention et revenir à la simplicité. La vie réelle, vitale et la culture éthique.
C'est-à-dire, les idées et toute la production culturelle entraînent des conséquences, comme tout ce que nous faisons, et cela ne peut pas être froid, c'est-à-dire non éthique et immoral. La littérature n'est plus seulement désormais une aventure de langage, mais elle donne vie à la philosophie avant la vie scientifique. Ce qui était auparavant juste le langage est devenu principe primordial pour connaissance de tout notre monde humain de l'esprit. Et cela change totalement notre vie, notre vocation et notre finalité. C'est libérateur le fait d'être présent dans le monde de manière complète et conscient des conséquences de tout ce que l'on dit, lit, écrit, fait, et que ces conséquences ont d'autres conséquences. Et donc cela exige un engagement éthique qui nous libère et nous émancipe et nous donne du courage. Aller contre les idées de la majorité et souffrir les conséquences de ses propres choix et vivre dans le bonheur et la joie sans être prisonnier à un amas de mensonges et de superficialité ou dépendant de l'approbation des autres. C'est l'authenticité. Ça, c'est un point essentiel que l'on découvre dans ces séminaires online de philosophie. Extrêmement important. Donc voilà essentiellement l'enseignement basique et primordial de la voie du Carval. On a une méditation critique à faire sur notre propre expérience personnelle et sur ce qu'on veut ou pas, sur notre vocation, sur les objectifs qu'on se pose dans notre vie et qui sont primordiales pour nous. Il questionne sur le protocole de robot de l'école, qui nous dresse comme des chiens, par exemple en géométrie, à répéter des formules et des protocoles, plutôt que l'intérêt primordial qui est de questionner la philosophie des mathématiques et qui n'est pas abordé. On a un chantage émotionnel, le fait de suivre le groupe, alors qu'il faut émotionnellement et socialement être prêt à questionner notre situation sociale. Et c'est ce qui n'est pas fait par la majorité des gens dans toute notre vie. Et cela entraîne la perte totale de la fonction nominative du langage. Alors là-dessus, il explique les fonctions du langage. Il reprend Karl Buller et les trois fonctions du langage qui sont l'expressive, l'appellative et la nominative. Je vous invite à regarder là-dessus. La nominative, c'est celle qui décrit la réalité. C'est pour ça que la littérature est très importante pour se créer un imaginaire. Et cet imaginaire, ensuite, va pouvoir développer nos facultés de faire des relations, de faire des analyses, pour les appliquer à notre vie réelle. Et donc là, la philosophie s'inscrit réellement dans notre vie comme quelque chose de concret et non quelque chose de théorique. Sinon, il s'agit simplement, ceux qui ne peuvent décrire la réalité montrent juste leur carte du club, autrement dit leur appartenance et leur auto-identification au groupe. Ces personnes qui ne peuvent décrire la réalité partagent les lieux communs qui évoquent en eux un sens de concordance, mais juste cela. Elles ne nomment rien à part leur blabla d'appartenance répétée. Donc l'éducation émotionnelle de l'école fait du dressage de protocoles et entraîne de la peur et des manques émotionnels parce qu'elle ne répond pas au sens et à la philosophie basique qui est de questionner la philosophie et le sens de ce qu'on fait. C'est ça la philosophie. Et l'école, dès le plus jeune âge, ne s'occupe pas du moi, mais du protocole seulement. Et nous donne des notes sur le protocole, mais pas sur le sens. Donc il y a l'approbation sociale, les mensonges allant de part pour appartenir à un groupe aimé. C'est juste une fonction animale. Alors que le monde de la réalité, ça demande de passer à la fonction cognitive. Et cette conquête de la maturité, c'est justement ce que recherchait Olavo de Carvalho, c'est une émancipation du dressage social collectif. Et ce système d'éducation sociale corrompt notre liberté de questionner. Selon Olavo de Carvalho, la gauche a dominé la presse et les universités dans le monde entier pendant plusieurs décennies
dans une stratégie qui a suivi l'idéologie du marxiste italien. L'objectif, dit-il, était de créer une atmosphère mentale dans laquelle la population deviendrait socialiste sans s'en rendre compte. Donc il faut se distancier de ça, et ça c'est très important de percevoir cela, hein, et d'avoir une confession à soi-même pour corriger les distorsions entre la sécurité et la protection obsessive, qui est l'éducation sociale, qui entraîne l'entraînement à la lâcheté induite, le manque affectif induit, la haine de la connaissance, la jalousie destructive, le mimétisme neurotique. Donc voilà, Olavo, c'est un des penseurs les plus originaux et les plus audacieux. Il explique la défense de l'intériorité humaine contre la tyrannie de l'autorité collective. Et il existe un lien entre l'objectivité du savoir et l'autonomie de la conscience individuelle. Et on perd de vue cela lorsque la validité du savoir est réduite par l'éducation sociale, par les universités, par les médias, à une forme impersonnelle et uniforme d'usage par la classe, quelle qu'elle soit. Il reprend la philosophie grecque d'Aristote, avec différents livres sur Aristote, sur l'idée de l'âme humaine et de l'autoconnaissance. Donc c'est toujours la même chose, la connaissance du soi propre comme principe organisateur. C'est l'âme humaine qui cherche à se compléter, qui cherche sa maturité, sa propre perfection, et à partir de cela observe la société. Ce n'est pas une simple opinion personnelle, c'est l'exercice d'une recherche intérieure de ce que l'on croit vrai ou pas, face à nos croyances avec une honnêteté totale. Donc voilà, questionne aussi la démocratie face à ça. Et donc ce ne sont pas des réponses, ce sont des questions, et c'est très, très important là-dessus. Donc l'essentiel, comme je l'ai déjà décrit, l'essentiel de son travail, c'est la défense de la conscience profonde de l'homme contre la tyrannie de l'autorité collective. Donc voilà, un penseur essentiel et le plus grand penseur pour moi, le plus grand philosophe pour moi. Voilà, ciao ciao.